le podcast Créapi, le premier podcast à destination des créatrices qui veulent vendre sereinement leur création en ligne. Je suis Marie et je serai ton hôte sur ce podcast. Ma mission, t'accompagner sereinement et dans la bonne humeur pour le développement de ton activité en ligne afin que tu deviennes une créatrice happy et que tu puisses vivre de ta passion. Communication en ligne, réseaux sociaux, boutique en ligne, organisation, stratégie de vente, tous les meilleurs conseils te seront donnés et décryptés. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello et je suis ravie de te retrouver dans l'épisode 42 de Créapi, un nouvel épisode invité où je reçois Charlotte. Charlotte est rédactrice web SEO et formatrice. Et donc peut-être que tu vois de quoi nous allons parler aujourd'hui. Et oui, nous allons parler de référencement naturel ou SEO pour les plus geeks d'entre nous. Tu sais, ce terme qui peut faire un peu peur, qui paraît compliqué et qui pourtant est primordial pour le développement de ton activité en ligne. Dans cet épisode, Charlotte va nous démocratiser le sujet et nous montrer à quel point c'est accessible. Elle va te parler avantages, idées reçues, astuces et te donner un plan d'action en 4 étapes pour te réconcilier avec le référencement naturel et pour qu'il devienne un levier de visibilité supplémentaire pour ta boutique en ligne. Allez, je ne t'en dis pas plus, je te laisse découvrir l'interview et on se retrouve juste après pour la conclusion. Hello Charlotte, je suis trop contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. Comment vas-tu ? Eh ben, ça va super, Marie. Merci de me recevoir. Je suis super contente d'être là aussi. Oh, c'est trop bien. Ouais, non, mais vraiment, je suis contente de t'accueillir dans cet épisode de Créapi. Ça faisait un moment que je voulais qu'on enregistre cet épisode ensemble et je suis trop contente que ça puisse se faire. En plus, tu vas nous parler d'un sujet qui peut freiner et faire peur à plusieurs personnes. Moi, la première, je l'avoue, c'est celui du référencement naturel. Et je sens que tu vas nous réconcilier avec ce dernier. Avant qu'on débute l'épisode et pour les auditrices qui te découvrent, est-ce que tu peux nous présenter ce que tu fais ? Oui, alors je suis Charlotte, donc je suis rédactrice web et formatrice SEO. Donc ma mission, c'est d'aider les entrepreneurs à se rendre plus visibles sur le web et à trouver des clients grâce au référencement naturel. Et mon positionnement, c'est vraiment de le vulgariser, de le rendre plus sexy et surtout plus accessible pour tous. Mais c'est génial parce que ça va être un petit peu la mission du coup de cet épisode de rendre le référencement naturel sexy. Et alors si Charlotte est avec nous aujourd'hui, c'est pas par hasard non plus. Vous ne la voyez pas, mais Charlotte intervient sur ce podcast puisque c'est elle qui retranscrit tous mes épisodes solo en articles de blog bien référencés pour notre cher ami Google. Et avant, c'était moi qui le faisais. Je peux vous dire que maintenant que c'est Charlotte qui s'en occupe, je vois la différence et voilà, c'est top. Et alors du coup, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aurais aimé qu'on reprenne qu'est-ce que c'était pour toi en tout cas le référencement naturel, parce qu'en plus il y a plein de noms, on parle de SEO, de SMO, enfin, alors je veux pas forcément un cours, mais au moins pour confirmer que l'on parle toutes de la même chose. Ouais, très bonne idée. On commence par le commencement. C'est ça. Donc SEO, donc c'est le sigle anglophone, ça s'écrit SEO, et ça veut dire Search Engine Optimization. Donc littéralement, c'est l'optimisation pour les moteurs de recherche. Et en français, du coup, on l'appelle référencement naturel. Donc c'est le référencement naturel, c'est toutes les techniques qu'on va pouvoir mettre en place pour améliorer la position et du coup la visibilité d'un site web dans les résultats de recherche. Et le but, c'est que nos utilisateurs, ils nous trouvent facilement pour qu'on puisse l'attirer sur notre site, sur nos contenus, sur nos pages, nos produits, nos offres, etc. Ok, super. Bah écoute, c'est très bien résumé. Et alors là, du coup, par rapport, nous, aux auditrices, qui vont être plutôt des artisanes et des créatrices, donc idéalement, on va plutôt nous aborder sous un angle article de blog pour celles qui créent des blogs, mais aussi et surtout pour les boutiques en ligne, donc pour les pages produits aussi. Et alors, alors ça peut paraître évident, tu l'as un petit peu dit, c'est en quoi aujourd'hui le SEO, il est important ? Il y a plusieurs raisons pour moi. Déjà, première raison, c'est un des leviers d'acquisition client les plus importants pour un site web, puisque ça va apporter des résultats sur le long terme. C'est pas une solution où on a des résultats pendant 10 jours et après c'est terminé. C'est vraiment quelque chose de pérenne et de long terme. Ensuite,
c'est une des sources principales de trafic sur un site web parce que la majorité des visiteurs, souvent c'est au moins 50% du trafic, viennent des résultats de recherche, donc de Google, mais aussi d'autres moteurs de recherche qu'on utilise. Et puis le SEO, c'est aussi l'occasion d'attirer du trafic qualifié. Et quand je dis qualifié, ça veut dire vraiment des potentiels clients sur une boutique en ligne. Comme on se positionne sur des mots-clés bien précis, et du coup, je pense qu'on reviendra un peu plus tard sur les mots-clés. Oh oui. Du coup, on va pouvoir attirer sur notre site des personnes qui sont vraiment intéressées par ce qu'on fait, par nos créations et nos produits. Donc voilà, c'est pour moi les 3 raisons principales pourquoi c'est hyper important de travailler son SEO, en sachant que quand on parle de SEO, on parle pas seulement de Google, mais on parle aussi de YouTube, de Pinterest, puisque on a tendance à les appeler des réseaux sociaux, mais en fait c'est aussi des moteurs de recherche. C'est juste que les résultats ils sont présentés pas sous forme de liens bleus comme sur Google, mais sous forme de vidéos ou de visuels. Mais c'est exactement le même fonctionnement. Et aussi maintenant sur les réseaux sociaux, du coup, on parle aussi de SEO. Par exemple, l'algorithme Instagram, aujourd'hui, il fonctionne plus seulement sur les hashtags, mais il va aussi analyser la description des légendes pour montrer les publications de manière pertinente à ses utilisateurs. Donc voilà, pour toutes ces raisons, c'est hyper important de comprendre ce que c'est le SEO et aussi de s'y intéresser pour travailler sur sa visibilité et pas se priver d'un canal d'acquisition client qui est hyper intéressant. Ouais, carrément. Et en fait, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que là, on parle pas du tout d'un SEO qui date de il y a 5 ans. Hein. Et c'est ça justement aussi que je voulais qu'on aborde dans cet épisode, c'est que tu as parlé aussi des réseaux sociaux. Et on le sait, sur ce podcast, on parle beaucoup des réseaux sociaux. Et effectivement, aujourd'hui, le référencement, c'est ce qu'on appelle le SMO, c'est ça, c'est Social Media Optimization. C'est du coup, de prévoir ses contenus, de préparer ses contenus sur les réseaux sociaux pour qu'ils puissent être indexés, alors soit directement par la plateforme, donc là tu parlais d'Instagram, mais l'autre fois, figure-toi que j'ai découvert que même les vidéos TikTok étaient maintenant indexées sur Google. Ah oui, là en ce moment ça va super vite sur les réseaux sociaux. Alors, il faut les trouver, hein. Donc j'invite, si pour la petit exercice, petit amusement, vous tapez chat vidéo TikTok et là vous aurez en fait des résultats de vidéos en format vertical et quand on clique dessus, on arrive tout de suite sur la page de la vidéo en question sur TikTok. Donc comme quoi, même Google aujourd'hui indexe des résultats de réseaux sociaux. Pour l'instant, il y a que TikTok, les Reels, c'est pas le cas, les posts Instagram, c'est pas le cas, les posts Facebook non plus. Enfin, de ce que j'ai vu, hein, ça va très très vite. Et donc voilà, tout ça, c'était pour un petit peu réinsister sur le fait qu'aujourd'hui, le SEO, c'est pas que une boutique en ligne, parce que souvent, c'est ça aussi qui peut freiner, c'est-à-dire que même si on a juste, entre guillemets, hein, je mets des gros guillemets, mais des comptes sur les réseaux sociaux et voire même, pourquoi pas un compte sur TikTok, eh bien, c'est déjà important de comprendre les principes du référencement. Et là, je te laisserai en parler, parce qu'on va effectivement parler beaucoup de mots-clés, mais peut-être pas que de ça. Ah non, pas que de ça. Et alors, par contre, tu vois, moi, je voulais revenir sur un sujet, c'est aujourd'hui, est-ce que tu saurais dire pourquoi on a justement tendance à mettre un petit peu de côté ce chantier-là de référencement naturel, voire peut-être même d'en avoir peur? Oui, à mon grand désespoir, le Oui. SEO, il a un peu mauvaise réputation, parce que en fait, il y a plein d'idées reçues à son sujet, qui font peur et qui font qu'on se dit: «Ouh là là, non, ce truc-là, je vais vraiment en approcher, ça a l'air un peu dangereux». Je pense à des idées reçues comme, c'est trop compliqué, c'est trop technique, en 2023 ça marche plus, c'est has-been. Bon ça 2023 mais ça marche 2022, 2021 et cetera. Ou alors c'est pas la priorité quand je lance ma boutique en ligne, mon site web, je pourrais le faire plus tard. Il y en a une autre très répandue aussi que j'aime beaucoup, déconstruire, c'est réservé aux experts. Du genre, les petits geeks, qui rédigent toutes leurs lignes de code, qui font leur site, en code de A à Z. Voilà, donc si on sait pas faire ça, on peut pas faire de SEO. Non, c'est faux. Du coup, on s'en fait un peu toute une montagne parce qu'on a l'impression que tout ça, que c'est un peu vrai, quoi. Alors, moi, je vais pas mentir, hein, il y a des choses à faire en SEO, mais enfin, comme dans tout, il y a rien qui se fait tout seul.
Moi, en tout cas, dans mon expérience de l'entrepreneuriat, pour l'instant, j'ai rien expérimenté où, les résultats sont arrivés comme ça, sont tombés du ciel, sans que j'ai rien à faire, rien à mettre en place, rien à travailler. Non. Le SEO donc c'est comme les réseaux sociaux. On n'a pas de visibilité, juste comme ça parce qu'on crée son profil, parce qu'on crée son site. Bah, il faut aussi créer du contenu, il faut interagir avec les personnes, il faut mettre en place une stratégie, être régulier et cetera. Donc c'est, comme dans tout, il y a des choses à faire, mais il y a rien qui est infaisable. Oui, ben c'est clairement, mais c'est exactement l'exemple sur les réseaux sociaux, c'est pareil. On peut croire qu'on va publier 3 posts et ça va suffire. Non, il faut aller interagir et tout. Donc, oui, donc c'est bien de remettre, effectivement, j'adore le fait que tu remettes finalement les réseaux sociaux. Bizarrement, on en a moins peur. On se dit ça va être beaucoup plus simple et c'est pas forcément, il y a aussi du travail. Ben, sinon, je serais pas là. Et du coup, finalement, c'est pareil avec le référencement. Il y a aussi besoin de poser certaines choses, mais c'est pas infaisable, c'est pas inatteignable. Mais alors, du Ouais. coup, est-ce que tu pourrais, parce que tu le disais quand même tout à l'heure dans les avantages, c'est quand même une des sources principales de trafic sur une boutique, sur un blog, enfin de visibilité globalement sur Internet. Et maintenant, Mmh. ça va l'être aussi sur les réseaux sociaux, donc d'autant plus. Est-ce que tu aurais un ou plusieurs conseils, je sais pas, un mot, une phrase ou quelque chose pour que justement on déconstruise tout ça et qu'on se dise, punaise, vraiment, le référencement, c'est important, je dois vraiment en prendre compte peut-être maintenant, là, tout de suite. Oui, c'est un conseil, pour se dire que c'est maintenant et qu'il faut plus en avoir peur. C'est souvent on a peur, du référencement naturel parce qu'on a l'impression qu'on doit, absolument faire plaisir à Google, qu'on doit, créer des contenus pour des robots. Donc, voilà, Google, c'est un algorithme, c'est un moteur de recherche, mais, ce qui est important avant tout, avant de penser à faire plaisir au moteur de recherche, c'est de penser à votre internaute. Tout doit toujours partir de lui et quoi que vous fassiez, il faut toujours penser à l'humain qui est derrière son écran en train d'effectuer sa recherche, sur Google ou autre et imaginez ça, de parler à un humain et plus de parler à un robot qui va venir, explorer votre contenu, ça vous paraîtra sûrement moins difficile et rien que ça, penser à l'internaute avant de penser au moteur de recherche, déjà ça, c'est faire du SEO. Oui, mais c'est génial parce que alors du coup là, non seulement de se dire je vais plutôt m'adresser à un humain plutôt qu'à un robot, déjà ça peut déconstruire cet avis un peu négatif qu'on peut avoir du référencement et en plus, c'est déjà faire le travail de référencement parce qu'effectivement, il faut écrire avant tout pour l'internaute et merci parce que du coup, le même conseil est applicable sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Écrire d'abord pour son audience que pour l'algorithme Instagram. Voilà, ça c'est placé. Ça, c'est fait. Voilà, ça c'est fait. Non mais comme quoi en fait, on aurait presque pu faire un épisode les parallèles du référencement et des réseaux sociaux. Tiens, ça va peut-être faire un article, un post Instagram, je me le note. Mais non, mais c'est hyper intéressant. En fait, finalement, on retrouve les mêmes concepts finalement aussi que ce que j'ai déjà pu aborder sur les réseaux sociaux. Par contre, là où ça va être un petit peu différent, c'est peut-être les étapes un petit peu. Alors moi, j'avais envie, enfin là, je crois que les auditrices le savent du coup sur le podcast, c'est toujours de repartir avec déjà des choses qu'il ne faut pas faire, ça on le verra après, mais surtout c'est quoi les grandes étapes, comment on peut s'y prendre. Alors bien entendu, on va pas pouvoir faire une formation sur les minutes qu'on a ensemble aujourd'hui, mais déjà, peut-être ça peut donner un ordre d'idée de ce qu'il faut faire et que là, les personnes peuvent se dire, ok, bon allez, pour 2023, parce qu'on aura en plus cet épisode qui va sortir du coup en janvier, donc on est encore dans les objectifs de l'année. En 2023, allez, c'est bon, c'est l'année du SEO pour moi. Est-ce que du coup, t'es ok pour qu'on avance un petit peu sur ces grandes étapes pour bien préparer le référencement, plutôt on va dire de la boutique en ligne, parce que le blog c'est peut-être un autre sujet. Ouais, bah, carrément partante. Moi, C'est j'ai bon? relevé, 4 étapes pour, Oh, créer sa boutique en ligne, donc on peut attaquer. c'est parti. Le micro est à toi, je te le rends. Merci. Et bah, 1re grande étape, ça rejoint du coup un petit peu ce qu'on vient de dire, c'est avant de parler du SEO, il faut définir son audience cible, ce qu'on appelle, persona ou client idéal. Ça marche en SEO et ça marche en business de manière, générale. C'est voilà, sur les réseaux sociaux aussi du coup, mais c'est vraiment la base. On peut pas commencer à travailler, sur sa boutique, sur ses contenus, sur ses mots-clés, sans savoir, à qui on s'adresse et c'est une fois qu'on sait, qui est notre cible, quelles sont ses problématiques, quels sont ses besoins, comment est-ce qu'elle va, faire ses recherches, qu'on peut attaquer la 2e étape. Alors, je fais un petit arrêt sur la première.
Est-ce que, alors peut-être que c'est des choses qu'on a déjà entendues, mais c'est toujours bon. Enfin, en tout cas, moi, j'aime avoir aussi les retours un petit peu de tout le monde, notamment sur ce travail de la cible, du persona. Qu'est-ce que tu conseilles, toi, justement, pour aller faire ce travail, pour pouvoir savoir justement qu'est-ce qu'elle veut notre cible? Alors, je ne sais pas si c'est des conseils plutôt business ou spécifiquement peut-être par rapport au référencement ou à sa position. Alors spécifique au référencement, pas forcément, mais moi ce que je recommande, c'est déjà d'interagir plus avec son audience parce que son audience, c'est les gens qui sont intéressés à ce qu'on fait donc c'est des potentiels, clients, c'est des prospects. Et puis, leur demander, qu'est-ce qu'ils ont comme problème, qu'est-ce qu'ils ont comme besoin, qu'est-ce qui leur ferait plaisir, qu'est-ce qu'ils aimeraient enfin, de quoi est-ce qu'ils aimeraient qu'on parle, ou qu'on crée comme produit, ouais, comme création. Mhm. Voilà, leur parler et ne pas hésiter à poser des questions, ça peut être en story, sur Instagram, mettre une petite boîte ou faire des sondages. Déjà là, juste une story sur Instagram, ça peut être une mine, d'informations. Ensuite, si par exemple, les créatrices font des marchés, pas hésiter à, voilà, échanger sur les stands, poser des questions, pourquoi ça vous a attiré, ça peut être ils vont peut-être dire, enfin, des fois, on découvre des choses qu'on n'aurait pas soupçonnées, mais ça peut être, j'ai été attirée par, la couleur, du fond ou cette petite chose, en fait, c'était juste une petite babiole qu'on a posée là en se disant: «Ah, peut-être ça fera sympa» et puis c'est ça qui attire. Donc c'est voilà, toujours là, on est toujours dans l'interaction. Et puis après, si on n'a pas encore l'occasion, si on n'a pas déjà de communauté, à laquelle on peut s'adresser ou de personnes, voilà, de clients déjà, moi je recommande souvent d'aller un peu fouiner sur les groupes Facebook. Mhm. Voilà, les groupes de créatrices, les groupes enfin, tout dépend des thématiques, mais ça peut être des passionnés de seconde main, des passionnés de tricot, des passionnés je sais pas, j'ai pas d'autres idées là comme ça, mais d'aller voir, les gens, s'inscrire sur les groupes, de voir de quoi elles parlent, quelles sont les questions récurrentes, de pas hésiter à leur demander, d'aller plus loin ou d'échanger à part, sans forcément vendre derrière, mais juste poser des questions, montrer qu'on s'intéresse et les mines d'or, enfin c'est les groupes Facebook, c'est vraiment des mines d'or. Mhm. On voit voilà, les problèmes, récurrents, ce que les gens répondent, ce que les gens conseillent. Donc voilà, fouiner là-dedans et il y aura déjà plein d'infos. Et du coup, dans la même continuité, allez voir aussi les commentaires dans des boutiques peut-être Etsy, sur justement des grandes places de marché comme Etsy ou un grand marché, de justement aller voir un petit peu les meilleures ventes, les commentaires, comment les gens répondent, etc., pour vraiment se nourrir un maximum. Là, il faut vraiment, en fait, c'est l'interaction et l'écoute. C'est vraiment, et être curieux de qu'est-ce que veulent les gens. Et c'est pas toujours facile, hein. On le sait, souvent on a tendance à s'enfermer, et surtout quand on se lance, on croit notre projet, on est à fond, on fait nos produits et tout. Et ça peut être bien aussi, effectivement, à un moment donné, de s'ouvrir. Enfin, normalement, il faut d'abord s'ouvrir et après, on se referme pour faire tout notre petit tambouille. Mais s'ouvrir au départ, vraiment avoir les oreilles grandes ouvertes. Alors, bien sûr, il y a de tout apprendre, mais effectivement, s'infuser et vraiment s'immerger dans le quotidien des personnes qui pourraient être amenées à utiliser, du coup, nos produits. Donc, voilà. Merci, Charlotte. Je ne sais pas si tu avais terminé sur ça ou si, du coup, tu peux passer à la deuxième étape. Et on peut passer à la deuxième étape. C'est parti. La deuxième étape, du coup, c'est la recherche de mots-clés. Alors, déjà, je vais revenir sur cette notion de mots-clés. Qu'est-ce que c'est un mot-clé? C'est un mot ou un groupe de mots, que tape l'internaute dans la barre de recherche sur Google ou sur un autre moteur de recherche. Donc je vais donner un exemple pour que ce soit, parlant pour tout le monde. Si par exemple, je suis donc, une utilisatrice de Google et je suis à la recherche d'un bijou en matériaux recyclés, par exemple, pour, faire un cadeau à une copine, heu, peut-être que je vais taper, dans la barre de recherche, «bracelet en métal recyclé pour femme» et ça, bracelet en métal recyclé pour femme, c'est un mot-clé. Donc il y a pas un seul mot, c'est vraiment une expression, mais ça reste un mot-clé, une requête, c'est ce que l'internaute recherche. Et du coup, comment on trouve ces mots-clés? Comme dans la première étape, on sait exactement à qui on s'adresse, quels sont ses problèmes, quels sont ses besoins, quels sont, les termes qu'elle utilise pour faire ses recherches et là, du coup, on va pouvoir, établir une liste de tous les mots-clés pertinents que notre cible va potentiellement taper dans Google et qui vont lui permettre de trouver vos créations, dans les résultats de recherche.
Voilà la deuxième étape, mots-clés. Génial. Et alors, c'était très, très clair. Par contre, j'ai une petite question, toujours. Oui. C'est, tu as pris un cas, bon, que j'adore, hein, justement, c'est pour ça que tu souriais, parce que voilà, j'étais fan, effectivement, sur le côté bijoux recyclés, voilà. Et tu as pris une requête très précise. Tu as parlé de bijoux recyclés, je ne sais plus exactement, il faudrait que je rembobine sur le... Pour femmes. Voilà, pour femmes. C'est quand même très spécifique. Ouais. Et est-ce que c'est ce qu'on appelle aussi aujourd'hui, parce que j'en entends beaucoup parler, et aujourd'hui on dit qu'il faut se positionner sur ces requêtes-là, ce qu'on va appeler les mots-clés de longue traîne. Est-ce Ouais. que c'est ça? Parce que justement c'est très spécifique, mais alors est-ce que on n'aurait pas pu aussi se positionner sur bijoux femmes tout court? Est-ce qu'il y aurait Alors, un intérêt à le faire, par exemple? donc effectivement, bijoux, recyclés, femmes, enfin bijoux métal recyclé femmes, ça va être un Ouais. mot-clé de longue traîne. Donc on dit, que c'est une longue traîne quand il y a plus de, 2 mots-clés, enfin 2 mots dans l'expression clé. Par exemple, bijoux femme, ça va être un mot-clé de courte traîne ou bijoux, courte traîne aussi. Et dès qu'on va un peu plus, dans la spécificité, dans la précision, on passe sur un mot-clé de longue traîne avec plus de mots dans l'expression clé. Heu, c'est quoi les différences entre les 2, hormis le nombre de mots? Dans l'expression, de courte traîne, il va y avoir souvent un volume de recherche très élevé. Par exemple, bijoux femme, je pense qu'il y a énormément de personnes qui recherchent ça tous les mois. Mhm. Mais du coup, qui dit volume de recherche élevé, dit aussi concurrence très élevée. Parce qu'il va y avoir, en fait, tous les e-commerce, du genre, enfin, je sais pas, je peux citer des marques ou pas? Ah oui, bien sûr. OK. Bah, je sais pas, c'est une très bonne question. Je pense que je le couperai pas au montage, comme ça vous voyez aussi les backstage de Créapi. Oui, non, mais effectivement, tu peux dire des bijoux de Agatha, par exemple. Je sais pas si Agatha existe toujours, donc peut-être qu'avec un peu de chance, si Heu, Agatha... Bon, ouais, je suis pas sûre qu'ils existent toujours. Mais oui, voilà, il va y avoir des grosses enseignes, comme, Agatha et comme on peut enfin voilà, plein d'autres, qui existent. Hem, donc quand on vient de créer sa boutique et qu'on est une entreprise qui vient de démarrer, donc moi j'aime pas du tout parler de petite entreprise, mais voilà, qu'on est une jeune entreprise, on va dire. Heu, être en concurrence directe avec des grosses enseignes comme Agatha, entre autres, ça va être hyper compliqué de, réussir à se positionner dans les premiers résultats sur des requêtes comme ça. Par contre, sur bracelet en métal recyclé pour femmes ou bracelet métal recyclé femmes, bah, vu que c'est tout de suite plus spécifique, donc il y a moins de volume de recherche, mais il y a aussi moins de concurrence. Et du coup, on a plus de chances de faire le tri autour de nous et de se positionner plus facilement. Alors oui, il y aura moins de personnes qui vont nous voir, mais moi, je préfère dire à mes clients, à mes élèves, et cetera, et c'est aussi la stratégie que j'applique pour moi, hein, pour mon propre site, c'est il vaut mieux être dans le top 3 des positions Google pour 10 personnes que d'être en 70e position pour, 100 000 personnes parce qu'en 70e position, il y a beau y avoir 100 000 personnes qui recherchent le mot-clé, et ben, il y a 0 de ces personnes qui vont vous trouver en 7e page. Et du coup, il vaut mieux être, voilà, choisir un mot-clé peut-être plus réduit en volume de recherche, mais où on aura plus de chances d'être réellement visible. Parce que c'est ce qu'on veut, c'est être visible. oui, complètement. Et même pour la conversion. Parce que du coup, la personne qui recherche ça, c'est exactement, c'est précis, elle sait qu'elle veut ça. Elle arrive sur la fiche produit. Il y a beaucoup plus de chances qu'elle achète finalement derrière et qu'elle convertisse sa requête qu'une personne qui cherchait bijoux, métal, femme, qui n'était pas forcément recyclé, qui va y en avoir 15 000 perdus. Alors déjà dans les résultats de recherche et puis même sur le site, elle va peut-être voir ça, puis finalement elle va peut-être se dire je le veux plus en métal, je le veux... Enfin voilà, donc effectivement, même je pense que si on va jusqu'à vraiment au bout du parcours d'achat, même en termes de conversion, on doit avoir des meilleurs taux de conversion sur les boutiques si on arrive vraiment à positionner nos fiches produits précisément sur des requêtes et des recherches, même s'il y a moins de volume. En fait, c'est toujours un petit peu l'équilibre de trouver le juste milieu. Il faut quand même pas non plus que ça soit trop niché, donc on va pas rajouter que c'est des femmes de 45 à 55 ans. Je schématise et je grossis le trait exprès, mais on a compris. Donc, ok. Merci, je voulais juste amener cette petite nuance parce que souvent, c'est vrai que même moi, je me pose la question de courte traîne, longue traîne, parce que longue traîne, moi, me faisait peur ce mot au départ. J'avais l'impression que comme il y avait le mot long dedans, c'est que ça mettrait plus de temps en fait à se mettre en place, alors que pas du tout. C'est Ouais. vraiment le nombre de
mot Ouais, dans de l'expression. mots. C'est une longue trend, c'est une longue suite de mots. Et par contre, ça a beaucoup plus d'impact. Et parce que moi, je commence à en parler beaucoup, mais même sur Instagram, on va arriver à être précis aussi, parce qu'il y a aussi déjà beaucoup de monde sur Instagram, à être très précis dans la recherche pour matcher tout de suite avec la bonne personne et convertir plus facilement. Mhm. Ok, je te laisse passer peut-être à la 3e étape. Ouais. Donc 3e étape, du coup, si on récapitule, on a notre cible qu'on connaît parfaitement bien. On a les mots-clés qui vont l'intéresser, pas les mots-clés voilà, où on va attirer des touristes, mais les mots-clés pertinents qui l'intéressent réellement. Du coup, 3e étape maintenant, c'est de rédiger des contenus de qualité qui vont, encore une fois, attirer la bonne audience sur votre boutique. Et du coup, quand je parle de contenu, ça peut être des fiches produits, où là, on va vraiment détailler un petit peu vos créations, ou des articles de blog. Donc pour moi, il y a 3 critères pour un contenu de qualité. Premièrement, c'est un contenu qui est original et qui est unique. Ça veut dire qu'il n'existe pas déjà quelque part sur le web. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une créatrice ailleurs en France ou voilà, peu importe où dans le monde qui a créé le même contenu que vous. Deuxième critère, c'est un contenu qui est compréhensible et qui apporte de la valeur pour vos lecteurs. Ça sert à rien d'écrire une fiche produit complètement dans un jargon technique. Je sais pas, par exemple, si on parle de céramique, s'il y a des termes par rapport au vernis, à la cuisson du four, ça sert à rien de faire d'écrire un contenu qui est pas compréhensible pour le commun des mortels qui sont pas forcément céramistes. Il vaut mieux écrire de manière simple et compréhensible pour tout le monde parce que c'est là que vous allez toucher votre audience. Et pareil, pas de blabla pour rien dire. Ça sert à rien de se dire il faut absolument que j'écrive 600 mots, du coup, pendant 200 mots, j'écris quelque chose d'à peu près intéressant, et puis les 400 mots qui restent, en fait, je répète la même chose inlassablement. Non, il vaut mieux s'arrêter plus bas et se dire, ok, je fais pas de blabla, c'est vraiment full valeur, et quand j'ai fini de donner ma valeur, bah, je m'arrête et j'écris pas pour rien dire. Et Est-ce que, du coup, oui. excuse-moi, je peux compléter un petit peu. Alors, j'aime beaucoup du coup l'exemple que tu as pris du coup d'un créateur ou d'une créatrice céramiste. C'est aussi de se dire, est-ce que dans le contenu de qualité, on pourrait pas se dire aussi travailler sur le côté expérience qu'on a avec le produit, plutôt que de dire que c'est justement fait avec une certaine matière, une chaleur de four, etc., qui finalement va parler plus à ton concurrent qui lui-même fait de la céramique. Est-ce que ça serait pas plutôt de dire, de mettre en avant l'expérience que justement cette création va être parfaite dans une pièce éclairée ou qui va bien s'accorder peut-être dans des ambiances bois ou des ambiances béton ciré, ce genre de choses, ou que ça va bien aller sur tel meuble à côté de tel... Bref, peut-être plus parler de l'expérience aussi que va retirer du coup la personne qui va l'acheter plutôt que de la technique. Ouais, carrément. Et Ok. ça va être, du coup, c'est pas pour le coup du SEO là, ça va être plus technique copywriting, voilà, l'art de vendre avec les mots. Mais je pense que dans les fiches produits, il faut absolument allier les deux, parce qu'il faut, oui, que la fiche produit soit référencée pour qu'elle soit visible par rapport à tout ce qu'on a dit avant, mais en même temps, si la personne, l'audience arrive sur la fiche produit, qu'elle se dit non, mais en fait, je comprends rien, c'est quoi ce produit, à quoi ça sert, je comprends pas les mots, bah oui, votre fiche produit elle est visible, c'est super, c'est déjà une super chose. Mais si après il repart parce qu'en fait il n'a pas été convaincu, c'est dommage. Et donc là, oui, on rentre dans l'expérience, voilà, jouer avec les émotions, la faire visualiser, tu disais, mettre dans le salon, dans une pièce éclairée, etc. Bah oui, c'est tout ça, ça va être les techniques qui vont la faire convertir une fois qu'elle est dessus. Voilà, on l'attire avec le SEO et ensuite on la convertit avec le copywriting sur les fiches produits. Ouais. Ok. Donc, j'ai fait une petite sortie de route du référencement, mais je me dis qu'au moment où on travaille sa fiche produit, ça peut être intéressant de se dire aussi de prendre cet axe parce que on peut même dans cette expérience décrire et utiliser des mots-clés, encore une fois, de longue traîne aussi, pour peut-être venir renforcer son référencement. Donc, Ouais. ok. Excuse-moi, je te laisse du coup avec le troisième et dernier critère de contenu. Je t'excuse, ça va. J'ai pas perdu le fil. Du coup, le troisième critère, c'est, bon, on vient en plus de le dire, c'est le contenu qui est optimisé pour les moteurs de recherche. Donc optimisé, oui, et en même temps qui est avant tout écrit pour les internautes. Enfin, tout se rejoint en fait dans ce qu'on dit, et le SEO fonctionne comme ça, je trouve. Tout se rejoint toujours.
Et là encore, je le répète, il faut toujours garder à l'esprit qu'on écrit d'abord pour un humain et pas pour le robot des moteurs de recherche, mais on écrit pour son prospect, pour son audience, pour son client. Donc ça rejoint, voilà, il faut que ce soit optimisé pour l'attirer et il faut que ce soit intéressant à lire et agréable à lire aussi pour le convertir et pour pas qu'ils se disent mais c'est quoi ce truc c'est nul quoi. C'est ça, ouais. Oui, les photos sont chouettes et après la description, non quoi. Donc voilà, c'était mes 3 critères pour un contenu de qualité, pour l'audience. Super, bah du coup ça vient bien donc illustrer la troisième étape, du coup des grandes étapes donc à prendre en compte pour bien préparer son référencement naturel. Et donc on passe du coup à la dernière. Ouais, 4e et dernière. Donc je l'ai laissé à la fin parce que ça concerne un peu plus l'aspect technique. Aïe, Technique et expérience utilisateur, donc prenez pas tout de suite, vos jambes à votre cou. Ça va pas restez, être, il y a encore plein de choses. ça va en vrai, ça va pas être, encore une fois, infaisable. Il y a rien d'infaisable et rien de sorcier. Donc là aussi, il y a 3 petites choses. La première chose, c'est déjà d'avoir un site sécurisé, une boutique en ligne qui soit sécurisée. C'est hyper important, surtout quand on propose de faire des achats directement sur la boutique en ligne, parce que vos visiteurs, ils vont rentrer leurs données personnelles, leurs coordonnées bancaires sur vos pages. Et si vous avez une petite notification qui dit attention, ce site web n'est pas sécurisé, attention, quelqu'un essaye de voler vos données, bon, déjà, c'est pas rassurant. Niveau expérience utilisateur, il va se dire oula, sur quoi je suis tombée, c'est pas Mm. très pro. Non, bah du coup, je vais pas mettre mes données de carte là parce que ça a l'air de craindre un peu. Et puis, bah, deuxième raison, ils ont raison parce que en fait, si votre site web il est pas sécurisé, toutes les données qui vont rentrer, banque, téléphone, mail, données personnelles, elles seront en clair sur Internet. Et ça, c'est vraiment pas cool, quoi. Donc, surtout, aspect technique et expérience utilisateur hyper important, proposer un site web sécurisé. Donc, si vous voulez faire une petite vérification hyper simple, vous allez sur votre boutique et devant votre URL, il doit y avoir un petit cadenas fermé. Et ça prouve que votre site, il est sécurisé. Donc, si vous avez bien le cadenas fermé, il n'y a pas de souci. Vous proposez de la sécurité à vos visiteurs et ça, c'est le top. Donc on est d'accord, là ça c'est hyper intéressant parce que bon, effectivement avoir un site sécurisé c'est bien pour l'internaute, ça va le rassurer, mais ça aussi, là ça vient rassurer Google. Donc Google, il va quand même préférer des sites sécurisés que pas sécurisés. Donc là c'est vraiment pour les deux, ok. Oui. Et le fait qu'il y ait une petite notification qui dit attention, ce site n'est pas sécurisé, c'est en fait sa manière de pénaliser un petit peu les sites qui respectent pas ces critères de proposer une expérience optimale et donc sécurisée. Et du coup, il va mettre cette petite notification. Voilà, souvent ça apparaît en rouge, ça pop tout de suite. Et puis, il y a des fois, ça va un peu loin en mode ouh là là, attention, repartez vite. On peut même plus aller sur le site. Donc ça, c'est sa manière de pénaliser les sites web qui sont pas sécurisés. Ok, Donc oui, cool. et ça fait partie des critères importants pour Google. Voilà, l'expérience de navigation sécurisée, c'est hyper important pour lui. Ensuite, très important aussi, on a une boutique en ligne qui doit être responsive. Alors, Oui, je vois que tu es contente, donc je suis contente aussi. oui, oui, bah oui. Donc responsive, ça veut dire que votre site web, il va, s'adapter à toutes les tailles d'écran. Peu importe que votre visiteur, il soit sur ordinateur, sur tablette ou sur mobile, votre boutique, elle doit pouvoir afficher correctement le contenu de vos pages, peu importe la taille. Et quand on sait que, en 2021, alors je dis 2021 parce qu'on n'a pas encore les chiffres 2022, Mm. mais en 2021, en France, il y a quasiment 50 des achats en ligne qui se sont faits sur mobile. Mm. Donc ce serait quand même dommage de se priver de cette opportunité de faire des ventes, et de se faire connaître, juste parce qu'on n'a pas une boutique qui s'affiche bien, sur un téléphone. Donc hyper important aussi de surveiller ça et de proposer, une expérience, encore une fois, optimale. Voilà, quand on arrive sur un site, qui est pas optimisé pour les mobiles, la navigation, c'est nul, c'est pas agréable, on est obligé de zoomer, de dézoomer, on n'arrive plus à trouver les choses, les boutons. Bon, donc surtout une boutique responsive. Ok. Et du coup, dernier critère aussi important pour moi et pour tous vos visiteurs, c'est la vitesse de chargement. Il n'y a personne aujourd'hui, je pense, qui aime attendre 15, 20, 30 secondes que le contenu d'une page web s'affiche.
Et du coup, c'est vraiment une raison de fuir pour eux si les pages de votre boutique en ligne ne s'affichent pas rapidement. Du coup, le problème souvent d'une vitesse de chargement trop lente, c'est que vos images sont trop lourdes. Donc faites attention, avant d'importer des images qui pèsent 15 mégaoctets, ce qui est beaucoup trop, essayez toujours de les réduire, de les compresser, de les optimiser avant de les mettre sur votre site pour que ça impacte pas négativement la vitesse de chargement et donc l'expérience utilisateur derrière. Oui, et ça, clairement aussi, Google, il le pénalise. Et c'est vrai que moi, quand j'ai travaillé au départ sur le référencement de mon site, avant que Charlotte vienne me mettre mes petits articles, effectivement, j'ai eu un gros travail sur la taille de mes images, et je vous mettrai dans les notes de l'épisode le lien d'un site qui compresse très bien les images. On met même le poids. Alors je sais plus. Alors peut-être que toi ça dépend peut-être aussi du nombre d'images. Mais l'idée, je crois qu'il ne faut pas qu'une image fasse plus de 300 kilos, ou la page totale, peut-être, je ne sais plus trop en tête, on va dire la taille. Mais on peut dire, je veux que mon image fasse tant de kilobits, par exemple, et automatiquement, il transforme l'image. Et on peut même dire la qualité, je veux pas trop qu'elle bouge. Donc voilà, je mettrai le lien du site, sauf si toi, tu en as un autre, Charlotte. Enfin voilà, je vous mettrai quand même toute cette petite ressource dans les notes de l'épisode. Ça marche. Moi, j'utilise compressor.io, que je trouve pas mal du tout. Ah ben voilà. Alors qui est bien, mais il faut pas avoir 150 000 images à compresser d'un coup, parce qu'en version gratuite, il y a une limite dans le nombre d'images qu'on peut faire par 24 heures. Mais je trouve que niveau détérioration de la qualité, il est vraiment, enfin, il garde vraiment la qualité de l'image au top. Et du coup, moi, je recommande par image, de pas dépasser un poids de 200 kilos Ah octets ben tu vois, l'image. parfait. Voilà. Ok. Pour vraiment que ce soit... Après, voilà, comme tu dis, il faut trouver le juste milieu entre optimisation et qualité, parce que bon, c'est hyper important sur votre boutique que les images, elles soient nettes, elles soient lumineuses, elles soient pas pixelisées. Mais voilà, il faut aussi qu'elles soient un minimum optimisées. Ok. Je mettrai du coup le lien aussi. En fait, moi, c'est bulkresize. Je sais plus si c'est fr.com, je sais plus. Mais c'est super. En tout cas, merci. Du coup, là, il n'y a plus d'excuses. On peut mettre en ligne, du coup, des photos qui ne pèsent pas trop lourd, donc moins de 200 kilos. Parfait. Super. Alors, du coup, on sait qu'aujourd'hui, si on veut travailler sur sa boutique, il faut bien vérifier qu'il y ait un paiement sécurisé, que le site soit sécurisé, effectivement qu'il soit responsive. Bon, après, le poids des images, ça, c'est de notre responsabilité. Mais par contre, tout ce qui va être responsive et sécurité du site, ça, c'est des fonctionnalités soit qu'on va avoir sur les solutions, soit avec le développeur avec qui on va travailler. Et puis, soit sur le thème, potentiellement, si par exemple, on veut faire une boutique sur PrestaShop ou WooCommerce avec WordPress, de se dire, mon thème aujourd'hui, il doit être responsive. C'était pour reboucler finalement sur les trois aspects techniques que tu avais soulignés de cette dernière étape. Voilà, c'est très bien. Du coup, c'est OK pour toi sur donc les 4 étapes. Donc, je récapépète, si ça te va. Du coup, je fais voir si j'ai fait ma bonne élève. Donc, savoir à qui on s'adresse, important, on y en revient, c'est de savoir quelles sont les attentes, qu'est-ce que vont rechercher du coup nos cibles pour que en deuxième étape, justement, on travaille sur ces requêtes, qu'on se fasse une liste de requêtes de qu'est-ce que vont chercher aujourd'hui nos clients. Pour ensuite, troisième étape, utiliser ça dans la rédaction de nos contenus pour que ce soit des contenus de qualité qui sont... Alors, j'adore la petite précision sur le côté original et unique, c'est-à-dire que ce même contenu, on ne le trouve pas ailleurs, qu'il ne soit pas dupliqué de quelqu'un d'autre, que ça soit le nôtre. Pas tant que votre produit soit original, mais que le contenu, vraiment la fiche produit, soit unique et qu'on la trouve qu'à un endroit sur le web et qui soit compréhensible et clair, comme on l'avait précisé. Et enfin, dernier aspect, donc la dernière étape, c'est toute la petite technique, avoir un site sécurisé, responsive, qui ne pèse pas trop lourd. Exactement. C'est bon, tu valides? Je valide, c'était parfait. Merci. Est-ce que tu voulais compléter ou sinon, est-ce qu'on peut passer à la question suivante? J'aurais aimé en fait que tu nous parles des erreurs que tu vois encore trop souvent. On peut parler de ça, des erreurs. Oui, voilà, c'est cool que tu puisses nous les partager pour que justement mes auditrices ne les fassent pas. Alors avec les boutiques en ligne, il y a une erreur que je vois, je vais pas dire sur toutes les boutiques en ligne, mais quand je
navigue un petit peu sur Internet, et ça m'est arrivé aussi pour démarcher du coup des potentiels clients, de voir cette erreur. Ça concerne les fiches produits. Quand on a plusieurs produits qui se ressemblent sur sa boutique, donc qui peuvent avoir les mêmes fonctions par exemple, on va avoir tendance souvent à faire des copier-coller d'une fiche qu'on a déjà écrite, et donc de la dupliquer comme ça sur plusieurs produits. Ou alors, bon ça marche un peu moins pour les créatrices, mais de copier-coller le descriptif du fabricant. Bon là du coup c'est leur propre fabricant, donc ça marche un peu moins, mais c'est à savoir aussi, pourquoi pas. Donc dupliquer quasiment mot pour mot la description existante et de changer que quelques mots par-ci par-là, du genre on change un peu le titre, on change une couleur, on change un motif par exemple. Sauf que, du coup, il y a un problème. Le fait de produire plusieurs contenus qui sont en fait plusieurs fois le même texte, ça répond pas à l'exigence de contenu unique et original dont on a parlé un petit peu avant. Et aujourd'hui, il faut savoir que Google, il a une certaine tolérance pour les fiches produits, parce que son algorithme, il est devenu assez performant pour se rendre compte que la base produit peut être la même sur plusieurs articles. Par contre, si on fait plusieurs contenus vraiment identiques, par exemple, on va juste changer, on va passer du rouge au vert, là, il risque de le détecter. Et du coup, il va décider de ne pas indexer les contenus. C'est-à-dire, il ne va pas les faire apparaître dans les résultats de recherche, dans les pages de résultats de recherche. Et du coup, la conséquence, c'est que vos fiches produits, elles restent invisibles, parce que si vous n'êtes pas indexé, vous n'apparaissez pas dans les résultats, et du coup, vos prospects ne peuvent pas vous trouver depuis Google. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle le contenu dupliqué. Donc, on parle souvent de pénalité et de contenu dupliqué. En vrai, il n'y a pas de pénalité, on n'est pas puni. Par contre, il peut choisir de ne pas indexer la page. Donc, il ne va pas pénaliser tout le site, mais il peut choisir de ne pas indexer. Et du coup, on perd cette visibilité qu'on aurait pu avoir. Ouais. Donc, les articles, ils peuvent avoir les mêmes fonctions, ou les mêmes caractéristiques, mais il faut quand même faire attention d'essayer de varier. On varie les mots qu'on emploie, on change les phrases, on réécrit pas mot pour mot la même chose, même si c'est format carré et format ovale. Il faut vraiment, voilà, comme on a dit, un contenu original et unique. Ok, alors c'est hyper intéressant ce que tu dis et j'avoue que moi j'aurais été la première à conseiller, en fait finalement tu fais un template, parce que moi je suis Madame Template, donc tu fais un template de description et puis tu le copies-colles. Alors, est-ce que du coup par contre tu parlais, tu vois, très bon exemple de la couleur. Tu disais par exemple, il peut y avoir, on va prendre, je sais pas, une créatrice qui crée des sacs, il y en a un qui est rouge, il y en a un qui est vert, mais que rouge et que vert, 100% rouge, 100% vert. Donc là, toi, tu déconseilles donc effectivement de copier-coller, de faire 2 fiches produits où il y a juste le rouge et le vert qui changent. Par contre, est-ce que si on va, excusez-moi, parler un petit peu technique, mais dans la solution, dans la boutique en ligne, tu utilises ce qu'on appelle des variantes, c'est-à-dire que tu sais que tu as un sac et tu peux l'avoir en rouge ou tu peux l'avoir en vert. Est-ce que là, par contre, comme on utilise une même fiche produit avec des variantes, est-ce que là, Google est un peu plus souple, ou même sur les variantes, il faut travailler des descriptions un peu plus personnalisées? Donc c'est avec les variantes sur les solutions, c'est une fiche produit et c'est par exemple on clique sur une autre couleur et la C'est photo ça, change d'image. oui. Là, je pense que c'est la même fiche produit du coup. Donc c'est bon. Mais ouais, là Sur il y les aura tailles, pas de par exemple, tu vois? Les tailles, c'est pareil, on va pas tout réécrire, s'il faut juste dire S ou L. non, là En ça reste un contenu. OK. Même si l'image change, ça reste un contenu et je pense que les solutions justement de e-commerce, de boutique, elles sont optimisées pour ces cas-là. Après, quand on fait plusieurs produits et que vraiment, ça peut arriver, hein, qu'on a 50 produits avec 50 couleurs différentes. Au bout de la 50e, ça commence à devenir difficile de trouver des tournures de phrases qui changent, et cetera. Et là, il y a une petite technique. Donc là, c'est un peu un terme particulier, c'est en gros, on va désigner une URL comme étant canonique. En gros, on va dire à Google, voilà, cette URL, c'est le contenu original. Donc ne la désindexe pas, indexe-la parce que je veux qu'elle soit prise en compte et qu'elle soit visible dans les résultats de recherche. Et les autres ne sont pas canoniques, donc c'est des contenus, on va presque lui dire que oui, c'est presque des contenus dupliqués, mais comme on lui a indiqué en amont,
il va pas nous pénaliser, il va pas choisir de dire ah non mais en fait c'est plein de fois le même contenu donc hop je pénalise tout, ça apporte aucune valeur et j'en indexe aucun. Là, comme on lui a indiqué, il va se rendre compte, il va au moins en indexer une, et ce qui fait que une fois que l'internaute il est arrivé sur notre site web, il peut naviguer entre les différents produits qui ont les mêmes caractéristiques ou des caractéristiques similaires. Ok, super. Donc effectivement, c'est le côté variante avec du coup ce lien canonique. Et tu disais en début d'épisode que ta mission c'était de démocratiser, et merci parce que tu nous as bien démocratisé en une phrase ce qu'était que le lien canonique, qui peut faire peur au départ, le mot, est très clair. Merci Charlotte. Ouais, Du super. coup, ok. Non, mais en fait, c'était pourquoi je voulais juste amener cette petite subtilité sur notamment, par exemple, les couleurs. Peut-être que si vous avez donc un produit qui se décline en plein de couleurs, plutôt que de dupliquer les fiches produits, il vaut peut-être mieux utiliser le lien canonique et les variantes si votre plateforme e-commerce vous le propose. Bah écoute, merci beaucoup Charlotte. Donc comme je le disais, c'est clair que tu nous as bien démocratisé le référencement naturel. J'espère vraiment que ça a rassuré les auditrices qui osaient pas s'y lancer, que finalement c'était pas insurmontable. Et donc, avant qu'on passe au jeu de la fin, est-ce que tu pourrais nous parler de tes projets à venir et si on veut venir papoter avec toi, où c'est qu'on peut te retrouver? Ouais, alors du coup, je voulais juste préciser comment j'aide exactement les entrepreneurs Oui, qui veulent se rendre plus visibles. Bon, vous l'avez vu en démocratisant à fond le SEO, et ça, c'est ma passion dans la vie. carrément. J'adore. Donc déjà, pour les personnes qui souhaitent déléguer cet aspect-là de leur boutique, tout ce qui est SEO, rédaction, et cetera, je propose des prestations de services en rédaction. Donc du coup, je rédige des contenus optimisés qui respectent les exigences des moteurs de recherche. Donc ça peut être des articles de blog, des fiches produits, comme on a parlé, des pages web. Et je fais aussi beaucoup d'audits SEO de contenu, où là, je fais vraiment un point sur tout le contenu qui existe sur le site, sur la boutique, et je vais donner mes recommandations d'optimisation pour améliorer le référencement des pages. Si il y a des personnes qui souhaitent pas déléguer, qui veulent plutôt apprendre à faire seules, soit parce qu'elles veulent se débrouiller, et moi je suis aussi beaucoup dans la brouillardise, donc je comprends, soit qui veulent savoir faire avant de déléguer, et je comprends tout à fait aussi parce que je suis aussi dans ce cas-là. J'ai créé un programme de formation en ligne pour que ces entrepreneurs-là qui veulent se débrouiller tout seuls, qui souhaitent gérer leur stratégie SEO de manière autonome, puissent le faire sereinement. Parce que voilà, on a vu, ça peut faire peur. Et moi, j'ai vraiment envie que tout le monde soit serein et que tout le monde puisse avoir des résultats facilement et simplement et sans s'arracher les yeux de la tête. Euh, donc cette formation, elle rouvre ses portes du coup dans un peu moins d'un mois maintenant, Oh. en sachant qu'elle rouvre ses portes 2 fois par an. Donc si vous avez pour projet de vous former au SEO en 2023 pour booster votre visibilité, votre entreprise de création, votre chiffre d'affaires, je vous conseille déjà dans un premier temps de vous inscrire à la liste d'attente du programme qui s'appelle Alchimie SEO. Mm. Vous inscrire, ça vous engage à rien, évidemment, mais vous aurez des informations en avant-première, vous aurez des conseils et des contenus un peu exclusifs parce que c'est un peu ma liste VIP. Et le petit cadeau que je fais à ces VIP, du coup, c'est que j'offre 100 € de réduction sur le tarif de la formation. Et donc, si vous vous décidez à me rejoindre donc fin février dans l'aventure, il y aura une petite réduction hyper intéressante. Donc rejoignez-nous, quoi. Ouais, c'est génial. Et alors, je mettrai du coup le lien pour la liste d'attente dans les notes de l'épisode. Et alors, je souligne, je suis abonnée à la newsletter de Charlotte et déjà chaque semaine, elle donne énormément de conseils pour tout ce qui est référencement. Alors, j'ose pas imaginer quand on est en liste VIP de la liste d'attente, ce que ça peut donner. Donc, c'est super. Donc, mais merci, du coup, Charlotte. Bon, top. Bah écoute, je suis contente que la newsletter te plaise. Oui, Et puis, au passage, on fait nos petits trucs, hein, voilà. Nos petits remerciements. Ok, et du coup, alors après, donc ça, merci, tu as bien représenté tous tes services. Et si on a des questions, peut-être, c'est qu'on oui. peut facilement échanger avec toi. Alors déjà sur mon site web, le labo du rédacteur web.com, ou sur mon compte Instagram qui s'appelle aussi le labo du rédacteur web. Bon, il y a des tirets dans les deux, donc je pense qu'on mettra les liens Oui. dans la bio là pour que ce soit plus facile. Mais en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions sur l'épisode ou sur le SEO de manière générale. Voilà, je réponds toujours à tout le monde et c'est toujours trop cool d'échanger, donc n'hésitez pas.
Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup Charlotte pour tout ça. Et je te propose qu'on passe à l'incontournable jeu de la fin. Tous les invités y ont droit. Je demande toujours l'autorisation quand même, mais pour l'instant, j'ai personne qui a refusé, donc c'est trop cool. Le jeu, c'est le ceci ou cela. Je rappelle les règles. Pendant 1 minute, je vais mettre mon chrono. Je vais te demander de choisir rapidement entre 2 choix, comme par exemple pays chaud ou pays froid, et tu dois y répondre le plus vite possible. Et il y a peut-être des petits pièges pour toi en fonction de ce que tu proposes. Je le personnalise toujours un peu. Est-ce que tu es prête? Ouais, je suis prête. Allez, je lance le chrono et c'est parti. Avatar ou Titanic? Titanic. Oui. Fondue savoyarde ou bourguignonne? C'est laquelle où il n'y a pas de viande, je sais jamais. Bon, toi, c'est savoyarde, c'est le fromage. Le fromage, ouais. Apple ou Android? Apple. Et je savais la réponse. Livre ou liseuse? Livre. Soirée-jeu ou karaoké? Jeu. Ok. Référencement naturel ou payant? Naturel. Ouais, forcément. Radio ou podcast? Podcast. Ouais. Chocolatine ou pain au chocolat? Obligé. Pain au chocolat. Yeah. Instagram ou TikTok? Je te vois active sur TikTok. Instagram. Ah, ça va. Couche tôt ou couche tard? Couche tard plutôt. Ouais. Avoir chaud ou avoir froid? Avoir chaud. Chat ou chien? Chat. Appel ou texto? Appel. Non, texto, jamais d'appel. Ah. Bière ou vin? C'est la fin. Vin. Ah, vin, ok, trop bien. Comme ça, j'en apprends plein à chaque fois aussi sur des personnes avec qui je travaille. Hein, donc voilà. Mais écoute, super, je ne t'ai pas piégé sur le référencement naturel, un peu plus sur la fondue, comme quoi, tu vois. Oui, alors là, oui, j'avoue, je confonds toujours, donc... Oui, bah la savoyarde, la Savoie, le fromage, ça peut te donner un petit moyen mémotechnique. Bon, bah écoute, en tout cas, merci beaucoup, Charlotte. On est arrivé à la fin de l'épisode. Je voulais vraiment te remercier aussi de ton temps et de tout ce que tu nous as partagé. J'espère que ça pourra aider mes auditrices. Est-ce que tu as un dernier petit mot pour la fin? Oui, j'étais trop contente d'être là. Donc, merci pour l'invitation. J'espère aussi que ça va aider tes auditrices. Le mot de la fin, lancez-vous dans le SEO. Et puis profitez parce que c'est pas si terrible. Et puis, ça peut donner de beaux résultats. Donc, lancez-vous. Écoute, merci beaucoup, Charlotte. Ce fut un plaisir. Et je te dis à très bientôt. Salut! Merci à toi. À bientôt. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. J'espère que le sujet du SEO te paraît moins flou, moins sauvage, maintenant que Charlotte a réussi à te réconcilier avec ce dernier et surtout que tu as compris l'intérêt de bien travailler ce sujet le plus tôt possible. Et si bien entendu tu souhaites approfondir le sujet, Charlotte et moi-même restons disponibles. Tu nous trouveras notamment sur Instagram, le labo du rédacteur web pour Charlotte et Insta by Marie pour moi-même. Si tu penses que cet épisode pourrait plaire à d'autres créatrices, n'hésite pas à le partager en story, SMS, WhatsApp, bref, ce qu'il te fera plaisir. Et si tu as aimé cet épisode, tu peux venir me le dire sur Instagram, lui laisser un petit message sur ton application de podcast ou lui laisser une note. Sans retour, il est difficile de savoir si mon contenu te plaît et c'est donc le meilleur moyen pour me le dire. Donc je te remercie infiniment pour les quelques secondes que tu vas prendre de ton temps précieux pour me laisser un avis sur cet épisode. Et d'ici le prochain épisode, je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit, selon quand tu m'écoutes et je te dis à très vite. Salut!